Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de à travers la Flandre. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée du côté d'à travers la Flandre. Et puis on parlera également un petit peu des autres courses cyclistes du jour. On parlera également de Franck Bonamour. Voilà, donc un programme qui sera assez chargé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et les shorts juste après l'arrivée. J'ai dit une petite bêtise, mais avec Bétiol, alors que bon, je l'ai vu en direct que c'était pas l'écran. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit. Parce qu'au bout de 10 secondes, je me suis bien aperçu que c'était d'écran, mais c'était pas un problème mécanique parce qu'il pédale. Il remet un coup de pédale et tu vois bien que ça tournasse. Oui, je suppose ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai redit dans le short, parce que j'ai regardé ça sur la chaîne équipe, j'ai redit encore problème technique, alors que non, c'est d'écran. Problème physique plutôt que technique. Donc je m'en excuse. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce à travers la Flandre ou Dwars door Vlaanderen pour nos amis belges avec mon accent flamand toujours aussi exceptionnel. On va revenir donc un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette épreuve, qui est la dernière répétition avant le Tour des Flandres. Hein. C'est la dernière grande classique avant le Tour des Flandres. Alors, il y a quelques années, c'était une course qui n'était pas forcément... il n'y avait pas tout le monde qui allait à travers la Flandre, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quand même proche du Tour des Flandres, et que si vous tombez, votre possibilité d'aller au Tour des Flandres est quand même très compliquée. Et pendant très longtemps, c'était pas une épreuve, voir le Tour à travers la Flandre. Hein. C'était une épreuve, ce qu'on appelait les hors-catégories. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est les Pro Series. Ça correspond à peu près aux Pro Series. Et à travers la Flandre, et monter un petit peu en grade ces dernières années, parce que, par rapport à Gand, il y a un peu plus de secteurs pavés, c'est un peu plus ressemblant, on va dire, à un petit Tour des Flandres. Et souvent, maintenant, on fait l'impasse sur Gand pour aller à travers la Flandre. Le fait aussi qu'on ait mis le Grand Prix O3 le vendredi a un petit peu changé la manière de faire les courses. Et puis le fait que maintenant, la panne classique soit plus sur 3 jours, mais sur sur 4 jours même, et soit sur une seule journée, ça change aussi un petit peu la donne. Depuis 2018. Course qui a été forcément marquée par cette chute à 70 km de l'arrivée. Chute qui implique Girmay, qui implique Van Aert, qui implique Turgis, qui implique Stuyven. Stuyven, grosse blessure. Donc il ne sera pas sur le Tour des Flandres, ça c'est sûr. Du côté de Van Aert, il ne sera pas sur le Tour des Flandres, c'est clavicule, ça vient de tomber. Il est 18h17, c'est tombé il y a une vingtaine de minutes. Girmay, pour le moment, n'a pas d'informations du côté de Turgis non plus. Ça serait dommage quand même du côté de Total Energy, parce qu'il y a déjà eu de fracture des côtes pour Pierre Latour suite à sa chute à la route Tourangelle. Donc ça ferait un deuxième gros coureur blessé chez Total. Plus Jason Tesson qui serait tombé sur Paris-Camembert, ça serait pas l'idéal. Mais cette chute à 70 km de l'arrivée, elle a totalement désorganisé la course. Déjà parce qu'on avait quand même une échappée avec des très bons coureurs, notamment Abrahamson, Dries de Bondt, Gachignard, mais aussi des coureurs qui étaient très résistants, très endurants. Parce qu'on avait aussi un petit groupe qui venait de sortir avec Stefan Kung, avec... Jorgensen notamment, qui est sorti juste après la chute, parce qu'il est sorti 2-3 km après la chute. Et ça a vraiment désorganisé la course à ce moment-là, parce que dans le peloton, on a eu du mal un petit peu à se réorganiser, ce qui a permis au groupe Kung-Bettiol de sortir avec Jorgensen. Et ce qui a fait que Alpecin s'est retrouvé bloqué et s'est retrouvé la grande perdante aussi de cette chute, parce que pas de possibilité pour rouler derrière. Il n'y avait pas assez de monde du côté de la Alpecin, parce qu'il y a eu des coureurs également d'Alpecin qui sont tombés, mais pas Philipsen sur cette épreuve.
De toute manière, la chute dans la descente du Canarieberg, il y a beaucoup de coureurs qui ont été pris dans cette chute, donc, et beaucoup de leaders. C'est surtout que des leaders à chaque fois. Je crois que c'est la première fois sur une Flandrienne ou même sur une Ardennaise où je vois autant de grands favoris et d'outsiders out avec une chute. Et out pour le grand événement d'après. C'est-à-dire que c'est comme si sur la Flèche Wallonne on avait une chute avec à la fois la Philippe, Hirschi, McNulty, qu'on avait eu également Michael Woods, qu'on avait eu voilà, plein de coureurs de ce niveau-là. Qu'on avait eu peut-être Pogacar, qu'on aurait eu Juan Ayuso, qu'on aurait eu qui d'autre Lutsenko par exemple, sur une même chute. C'est ça qui s'est produit. Et ensuite, ça a vraiment désorganisé le groupe. Derrière, donc, ça a été une course entre les échappés, les échappés qui étaient partis en début d'étape, en début de journée, et derrière le groupe Bettiol, Jorgensen, Kung. Ça s'est rejoint à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, un peu plus de 35 kilomètres de l'arrivée. Il y a eu bien des tentatives après derrière, mais on a eu du mal à lâcher les coureurs échappés. Abrahamson de Bond sont restés jusqu'au bout, et puis à 7 km de l'arrivée, Jorgensen arrive à sortir, et surtout, il profite du fait que Stephen Kung ne saute pas tout de suite dans la roue. Et ça a été une erreur du Suisse qui permet à l'Américain de s'imposer. Paris-Nice à travers la Flandre, ça n'a pas dû arriver souvent, et puis Paris-Nice à travers la Flandre et Tour des Flandres. Il faudra regarder dans les petites stats, ça n'a pas dû arriver souvent non plus de gagner ces 3 courses-là la même année. Ça serait intéressant de voir du côté de Jorgensen, qui a été très intelligent. Enfin, la Visma était très intelligente dans sa manière de courir dans le final. Et puis ils ont profité d'un Stephen Kung qui, lui, n'a pas été très finaux aujourd'hui. Les autres courses de cette journée, alors il y avait à travers la Flandre, femmes, j'ai pas pu le regarder, c'était pas diffusé par la chaîne L'équipe. Ça vient de se finir, victoire de Marianne Vos, nouvelle victoire de la néerlandaise qui avait remporté le Het Nieuwsblad. Donc elle aussi, elle est en forme devant Shirin van den Rooij qu'on avait vu également sur le Het Nieuwsblad. Et puis le Tekopeki qui prend la 4e place. On a appris également une grande nouvelle du côté du cyclisme féminin, du côté de la SD Works. On a prolongé le Tekopeki, mais la grande perdante, c'est Demi Vollering qui ne sera pas conservée par l'équipe SD Works. Donc ça fait un petit choc, voilà, du côté du monde du cyclisme, parce que Vollering, allez, on a favorisé Kopecky, c'est-à-dire qu'on mise énormément sur Kopecky. On s'est dit Vollering, on ne pouvait pas la conserver. Donc elle va être disponible sur le marché, ça va intéresser forcément des équipes. Pourquoi pas la Movistar, pourquoi pas également la Visma, l'Isobike, qui pourrait être intéressée par Vollering. Du côté de Paris-Camembert, ça avait dû un peu plus tôt dans la journée, ça n'était pas diffusé à la télévision, à mon grand regret, parce que une fois c'était diffusé sur YouTube, Paris-Camembert, et j'ai l'impression que cette année c'était pas diffusé sur YouTube. Je vais quand même vérifier, parce que des fois je raconte des conneries, mais Paris, Camembert, est-ce que c'était diffusé en live ? Non, j'ai pas l'impression que c'était diffusé en live, ce qui est bien dommageable. Qui donc a été remporté par Benoît Cosnefroy dans un sprint en petit comité. On peut être triste pour Alexandre Delettre, qui n'est pas passé loin d'un grand résultat, 3e. Puis Venturini, qui lui n'a pas réussi à battre Cosnefroy. On a Macelluzzi, Vernes, Guillaume Martin, qui s'est encore montré. Et puis Evan Kostiou, 7e. Voilà, sur cette course, c'était un sprint en petit comité dans le final. Et donc Jason Tesson serait tombé. C'est selon Charles Marceau, sur Twitter, qui indiquait, ça a été marqué dans les commentaires. J'ai pas eu plus d'informations, mais il a abandonné. Jason Tesson, ça serait dommageable qu'il ait subi une grosse blessure, parce que ça le couperait vraiment dans son élan. Et puis je vais finir avec Franck Bonamour. Dernière info du jour du côté de Franck Bonamour, donc, qui a été licencié par AG2R. L'info a été transmise hier soir par le coureur français, ancien de la Arkea, ancien de la BNB Hotel et ancien de Fortuneo, plus que Arkea à l'époque.
Du côté de Franck Bonamour, donc il a été licencié, donc il a fait un communiqué. Donc comme je vous le disais, quand on parlait de Franck Bonamour et de Alex Baudin, j'avais dit Alex Baudin ne pouvait pas le licencier. Je pense que c'était vraiment une question juridique du fait que techniquement il n'était pas dopé, vu que le tramadol n'était pas considéré comme du dopage. En parlant de tramadol, il y a eu une altercation entre Wout Poels et Nairo Quintana. Wout Poels aurait porté plainte contre Nairo Quintana. Enfin, il y a eu il y a eu une affaire entre Wout Poels et Quintana. Wout Poels aurait reproché à Quintana d'avoir pris du tramadol. Bon, Wout Poels, c'est pas comme s'il était passé chez Sky et chez Bahreïn. Je pense que Quintana a quand même pris quasiment une suspension de 18 mois. Voilà. Alors, c'est comme si Lance Armstrong disait à Jan Ullrich, oh dis donc, toi tu t'es un petit peu chargé quand même aujourd'hui. Alors, voilà, du côté de Wout Poels, quand tu passes dans des équipes comme ça, bon, tu te fais petit normalement, ce qui n'a pas été le cas de Wout Poels. Du côté donc, pour revenir à Franck Bonamour, parce que j'en étais à Franck Bonamour, c'est un petit peu fouillou ce début de vidéo. Franck Bonamour, donc licencié, donc j'avais dit, contrairement à Alex Baudin qui lui avait pris du tramadol mais qui n'était pas considéré comme un produit dopant à ce moment-là. C'était juste un produit interdit par l'UCI, donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas qu'ils n'ont pas pu virer Alex Baudin. Du côté de Franck Bonamour, le communiqué est quand même très drôle. Ça m'a fait penser à Jonathan Cohen et à Vincent De Dienne dans La Flamme. Quand la séquence où il dit alors vous avez fait votre choix, non, il me faut encore du temps. Ah, donc vous n'avez pas encore fait votre choix. Si, j'ai fait mon choix. Ah, donc vous allez me donner votre choix. Ah non, ça va me donner encore un petit peu de temps. Parce que dans la séquence, dans le communiqué qu'il a fait Franck Bonamour, il y a quand même une phrase qui est magique. C'est-à-dire qu'il dit, comme j'ai été licencié, maintenant je peux m'exprimer librement sur cette affaire. Enfin, je peux m'exprimer librement. Ouais, tu te dis, il va s'exprimer librement dans la suite du pavé qu'il a écrit, pour qu'à la fin, ils disent, je ne donnerai pas plus d'informations, car c'est une affaire confidentielle. Donc il y a un moment, moi je veux bien, je veux bien qu'on joue un petit peu sur les mots, mais là, il y a un moment, il nous dit, il va nous donner des infos, de l'autre, ah bah non, je vous donnerai pas d'infos. Donc est-ce que c'était pour son contrat et sa période avec AG2R où il veut balancer des infos croustillantes? J'ai du mal à comprendre cet enchaînement de phrases qui est assez surprenant. Bon, après avoir parlé de tout ça, on commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je commence bien entendu avec le vainqueur du jour, Matteo Jorgensen et la Visma Lease Bike. C'est quand même Force qui a réussi à faire la Visma Lease Bike. Ils perdent leur meilleure carte quand même pour les classiques flandriennes. Ils perdent 2 de leurs meilleures cartes parce qu'il ne faut pas négliger également Christophe Laporte. Donc c'est une grippe intestinale. Il s'en est pas remis encore de sa grippe intestinale. Donc il était souffreteux, je pense, déjà à Milan-San Remo. Alors pour avoir eu une fois une grippe intestinale, ça vous couche une grippe intestinale. Hein. J'en ai eu une fois. Ouah, c'est vraiment pire qu'une gastro parce que vous avez des crampes au niveau de l'estomac. J'avais des crampes violentes. Moi j'avais eu ça avait duré 3 jours. Mais ça vous couche, hein, vraiment, une grippe intestinale, c'est sec. Ah, en plus, quand j'ai eu la grippe intestinale, c'était déjà une période où j'étais plus souvent malade. Ouah, ça m'avait couché, violent. Et pourtant, j'avais pas fait beaucoup de fièvre, mais c'était vraiment les crampes d'estomac. J'avais des crampes d'estomac pendant la journée, c'était très, très terrible. Donc je comprends ce que c'est une grippe intestinale du côté de Christophe Laporte et du fait qu'il ait un peu de mal à s'en remettre. Du côté de Van Aert, donc clavicule, et ils ont quand même réussi à se relancer tout de suite. C'est-à-dire que Benoît, il le dit, j'ai senti qu'il a touché ma roue. C'est-à-dire que autant Jorgensen, on peut se dire peut-être qu'il n'était pas bien placé à ce moment-là, qu'il n'a pas vu la chute. Mais Benoît, lui, il l'a vu la chute. Et de toute manière, il y a les oreillettes. Donc je pense qu'ils ont l'info. Voilà, il y a le directeur sportif qui dit l'info dans l'oreillette. Même si je sais bien que on a même eu de la chance, je suis en train de me dire, sur cette chute, c'est qu'il n'y a pas eu de neutralisation de la course. Alors est-ce qu'il y avait suffisamment d'ambulances ou est-ce que... du côté des courses belges, on neutralise moins
facilement que sur les courses françaises, mais j'ai été surpris parce que là, quand j'ai vu la chute, je me suis dit, ah, ça va être neutralisé. Et ils n'ont pas du tout neutralisé la course. Peut-être aussi parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait la course des filles derrière aussi. Ça aurait été compliqué de neutraliser à cause de la course des filles derrière. Mais du côté donc de Jorgensen, c'est fort parce qu'ils ont réussi à se remobiliser tout de suite. C'est-à-dire qu'ils se trouvent quand même dans une situation qui n'est pas évidente. Laporte, malade, pas présent. Van Aert, leur meilleure carte, quasiment, il abandonne. Donc tu te retrouves à être dans un groupe avec Jorgensen, Bennett. Avec Bettiol dans ce groupe-là. Donc tu sais déjà en termes de sprint, face à Bettiol, ça va être dur. Ensuite, tu retombes sur un groupe d'échappés. Sauf que dans le groupe d'échappés, il y a De Bont. De Bont, c'est quand même un mec qui a une petite pointe de vitesse. C'est pas Bettiol, mais il a quand même une pointe de vitesse de Bont. Donc je me dis, oh putain, tu retombes dans la même situation. Sauf qu'ils ont joué parfaitement le surnombre. Alors ils ont profité également d'un Stephen Kung qui a très mal couru dans le final, d'un Bettiol qui a fait également des erreurs, mais Jorgensen et Bennett ont très bien joué le surnombre, et surtout quand Jorgensen accélère, tu vois tout de suite Bennett essayer de se mettre directement dans la route de Kung pour perturber totalement la poursuite, et à partir du moment où il prend 10 mètres, à ce moment-là de la course, c'est fini. Et ce qui fait, comme je disais, c'est quand même fort, la polyvalence qu'a Jorgensen. On parle beaucoup de Pogacar au niveau de sa polyvalence, on parle beaucoup par exemple d'un Van Der Poel, mais regardez quand même Jorgensen, le mec qui est capable de gagner Paris-Nice, et il est capable également d'aller jouer sur les classiques flandriennes. Il y a peu de coureurs comme ça qui ont ce double profil. Je pense qu'il faut remonter à Geraint Thomas qui avait ce double profil là, à la fois capable d'aller chercher des résultats sur des classiques flandriennes. Il y a eu Wiggins, mais au final Wiggins jouait plus les classiques quand il jouait les grands tours. Geraint Thomas, il jouait un peu les courses par étape d'une semaine quand même, quand il jouait encore les classiques flandriennes. Mais lui, il fait vraiment les deux. C'est très fort quand même en termes de polyvalence qu'arrive à faire l'Américain. Ça m'impressionnait déjà la Movistar. À la Visma Lease Bike, qui passe un cap. Ça me fait un peu penser à la première saison de Laporte, quand il arrive chez Visma Lease Bike, où tout de suite il arrive à obtenir des résultats et des grosses performances. Jorgensen a fait la même chose. Il est passé de Movistar, qui était une équipe, on peut dire, de moyen, moyenne, c'est-à-dire qu'elle est, on va dire, derrière la 10e place UCI. Et il passe donc dans une super structure, et comme Laporte, il a réussi tout de suite à bien s'intégrer à cette équipe. Ce qui a eu plus de mal à faire, par exemple, un Tila Walter, qui est passé de la Groupama à Visma Lease Bike, enfin à l'époque Jumbo, et c'est fort ce qu'arrive à faire Jorgensen, et puis Bennett, qui était pourtant très discret en ce début de saison, là qui a réussi à faire une belle course au bon moment. Donc voilà, une très belle perf de la part de Jorgensen et Bennett. Et il faut saluer encore une fois cette capacité qu'ont eu les managers, les directeurs sportifs, les coureurs de se remobiliser après un gros coup, un gros choc. Le choc, il est à 70 bornes de l'arrivée. Ils arrivent quand même à se remobiliser 3-4 km après pour faire le coup avec Bettiol. Et ensuite, pour aller gagner la course, il faut être quand même très très solide mentalement. Et ça, c'est pas juste des qualités physiques, c'est aussi du mental. Réussir à pas s'écrouler, c'est fort ce qu'a fait la Visma Lease Bike. Deuxième coureur top, Abrahamsen, parce qu'il prend la deuxième place aujourd'hui. Moi, déjà, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un grand respect dans cette échappée. C'est-à-dire qu'on voit à plusieurs reprises en fin de course Abrahamsen et De Bont se saluer. Parce que voilà, ils ont fait un grand bout de chemin ensemble. C'est une échappée qui a mis beaucoup de temps à sortir. Elle met 50 km à sortir, cette échappée, donc plus d'une heure de course. Ça veut dire que ça a bien bataillé. Elle prend pas tant d'avance que ça, au final, par rapport au peloton. Il n'y a pas une marge si exceptionnelle que ça, sauf que c'était une échappée de qualité. Encore une fois, De Bont, on le voit très souvent dans les échappées. Abrahamsen, on sait que chez UNOX, il y a une culture également de toujours se donner au maximum. Gachignard, chez Saint-Michel, il était déjà souvent dans les échappées, par exemple dans cette échappée de 10. Donc on savait qu'on avait des coureurs costauds, solides. Il y avait quand même 10 coureurs aussi dans l'échappée, donc sur une course comme ça de 188 km avec une échappée qui était partie aussi tard, c'était forcément dangereux. Et puis c'est une échappée qui a très très bien résisté, c'est-à-dire qu'elle est restée à 10 pendant très longtemps, qui n'a pas perdu beaucoup d'éléments. Il a fallu attendre les 50 derniers kilomètres pour voir Vercouilly lâcher, par exemple,
pour commencer à avoir des coureurs qui commençaient à lâcher. Et ensuite, ils ont très très bien tenu jusqu'au bout. Donc très solide. Et puis Abrahamson, c'est le premier quasiment gros résultat d'Uno X cette année. Quand on regarde de plus près, il y a eu Varechkold sur le Alou Latour. Abrahamson est le deuxième gros résultat de cette formation. Je pense que ça va faire un bien fou à cette équipe. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Parce que les Rasmus Stiller sont pas exceptionnels. Kort Nielsen, il n'est pas là non plus. Donc c'est vrai qu'Abrahamson a bien trouvé la solution. Alors lui, c'est un pur produit pur produit. Ça fait depuis très longtemps qu'il est à la Uno X parce qu'au tout début, il a commencé notamment chez le team Osterhuis Ridley. Il avait été dans des équipes continentales, notamment Abrahamson. Dans une équipe, il avait commencé dans une équipe en fait qui s'était arrêtée en fin de saison, donc avait dû faire faillite. Un truc comme ça qui s'appelait Motive 3 Pro Cycling Team pour ensuite rejoindre Osterhuis. Ridley, et puis après il est allé dans une autre équipe continentale qui était le team Ringerix Craft, qui est devenu en fait l'équipe Uno X. Donc ça fait depuis très longtemps qu'il est chez Uno X. Et il était avec Rasmus Stiller par exemple, avec Christian Coulset aussi, et Torsten Traun. Qui était déjà dans cette équipe à ce moment-là. Donc il avait rejoint du beau monde du côté de la Uno X. Jonas Abrahamson qui a 0 victoire chez les professionnels. Et là voilà une belle deuxième place après cette grande échappée. C'est fort ce qu'il a réussi à faire. Il avait déjà fini 12e du Grand Prix E3, 20e de Gand-Wevelgem sur cette semaine sainte du côté de la Belgique. Ça avait été un petit peu plus compliqué sur le week-end d'ouverture. Et puis Étoile de Bessèges, il avait pris le classement de la montagne également. Sur cette course, il était notamment échappé sur l'étape de Bessèges. On poursuit du côté des coureurs top, dernier coureur top. Joshua Tarling. Au départ, je me disais, tiens, c'est Magnus Sheffield. Puis après, je me suis dit, ah non, c'est Tarling. C'est fort déjà ce qu'il a fait parce qu'il part avec un temps de retard. Il part avec un gros temps de retard, Joshua Tarling. Donc c'est pas forcément évident parce que il se retrouve forcément à être obligé de faire un effort à contre-temps et on sait que sur les épreuves pavées c'est pas facile. Alors moi j'ai pas pu le voir parce que c'était la pub avec la chaîne L'équipe et les pubs sur la chaîne L'équipe ils essayent je pense de battre un record de longueur de pub. C'est fou parce que je rappelle qu'en Belgique, je pense que ça ne doit pas être autorisé en France pour qu'il n'y ait aucune chaîne qui le fasse, mais en Belgique, on a le droit de mettre une pub d'un côté et de continuer à la course de l'autre. Je ne comprends pas pourquoi en France on fait pas ça sur les compétitions sportives. Parce que pendant le Tour de France, tu pourrais mettre des pubs, des dizaines de pubs sans que ça emmerde trop les spectateurs. C'est un peu du win-to-win, forcément. Et là, putain, il y a un moment, il y a une pub. Les pubs font 8 minutes au moins, 8-9 minutes, c'est impressionnant la longueur des pubs sur la chaîne L'équipe. Et donc là je regardais, et bien entendu ils ont mis la pub pile à ce moment-là, c'est con là. Donc Joshua Tarling, j'ai pas trop vu quand il arrive à remonter, mais c'est fort de réussir à faire cet effort-là, à faire le jump en très peu de temps, parce qu'il y avait déjà un écart entre le groupe Madouas, parce qu'il était dans le groupe Madouas, et le groupe Bettiol. Il arrive à faire le jump. Derrière, le problème, c'est que ça accélère avec Valgren et Bettiol. Donc ça le met un petit peu en difficulté. Mais il s'est accroché pendant les 35-40 derniers kilomètres. Il s'est énormément accroché, Tarling. Et je regardais ses résultats sur les autres classiques belges. Parce qu'il en avait fait quelques-unes l'année dernière. Il avait fait le Grand Prix E3 hors délai, Paris-Roubaix hors délai, Grand Prix E3 abandon, Flèche Brabançonne, c'est mi-ardennaise, mi-flandrienne, 58e. Donc pour le moment, il n'y avait pas grand-chose sur ces courses-là. Et sur le René Witour, il avait pris 22e place sur la dernière étape. Et là, c'était son premier jour sur les pavés, parce qu'il avait fait Tour de Nander, Grand Camino,
Derrière Paris-Nice, donc il n'avait pas fait de course pavée, Joshua Tarling. Donc c'est très fort de réussir à faire ce niveau-là de performance. Normalement, il ne participera pas au Tour des Flandres. Il devrait faire Paris-Roubaix. Je crois qu'il n'y avait pas d'Ineos qui était pris dans la chute à 70 km de l'arrivée. Il y a eu aussi Lorenz Rex qui est tombé. Alors Lorenz Rex il est tombé juste avant la grosse chute, parmi les grands noms qui sont tombés. Et du côté de Joshua Tarling, c'est intéressant, ça montre qu'il y a peut-être un autre registre pour lui. Alors, vu son gabarit, 94-78 kg, Paris-Roubaix, c'est un peu comme Ghana. Normalement, c'est des coureurs qui devraient être performants sur ce type de course parce que leur gabarit correspond plus à ce format-là qu'au Tour des Flandres. Au Tour des Flandres, il y a quand même pas mal de dénivelé positif. Le vieux Quarmont, c'est quand même pas simple. Et avec des gabarits pareils, c'est pas forcément l'idéal. Faudra voir quand même parce qu'on arrivera à Paris-Roubaix au mois d'avril. Lui, son objectif principal, ce sont les Jeux Olympiques et surtout le contre-la-montre des Jeux Olympiques. Donc il faudra voir comment il arrive à s'en sortir sur Paris-Roubaix. Mais c'est intéressant à 20 ans. Après, on avait vu Sheffield qui était très jeune aussi, qui derrière n'a pas réussi à performer plus que ça. Donc on va voir si ça se poursuit du côté de Joshua Tarling, mais ça serait bien que le niveau de performance continue du côté du coureur britannique. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne, Van Aert. C'est terrible. C'est terrible parce que cette année, il a fait quand même beaucoup d'efforts pour les classiques flandriennes. Il a fait beaucoup d'efforts pour changer son programme de course, changer sa préparation. Il a décidé de ne pas faire ni Tirreno ni Paris-Nice, ce qui est un choix fort quand même. Pour être performant, on avait quand même l'impression qu'au niveau physique, moi j'avais cette impression-là, j'avais l'impression qu'il était... que ça allait aller de mieux en mieux après son stage en altitude et puis il tombe. C'est pas la première chute quand même. Van Aert a quand même tendance à pas mal tomber ces derniers temps. Il avait eu des problèmes mécaniques aussi, mais il a eu pas mal de chutes si on regarde sur la dernière année et demie. Si on prend toute la saison 2023, début de saison 2024, c'est un coureur qui tombe quand même pas mal ces derniers temps. Parce que peut-être en manque de confiance du côté de Van Aert. Mais c'est terrible parce que tu t'aperçois... Je crois que les classiques flandriennes, c'est vraiment le pire. C'est vraiment, quand tu es spécialiste des flandriennes, c'est vraiment ingrat. Parce que on dit toujours les grands tours, oui, il y a ces longs stages sur les grands tours. Oui, il y a ces longues périodes d'entraînement. Mais sur les grands tours... si tu te pètes la clavicule sur le Tour d'Italie, tu as toujours la solution Vuelta derrière. Et même si tu te blesses par exemple sur le Tour de France, tu as toujours la solution Vuelta. Là, quand tu te fais une clavicule sur Gand par exemple ou sur le Grand Prix E3, ta saison de classique flandrienne est finie. Et c'est vraiment terrible parce que la saison est très courte, parce que la saison c'est 40 jours entre le début au Het Nieuwsblad et la fin à Paris-Roubaix. Il y a 40 jours. Il y a 40 jours où si tu n'es pas au top de ta forme, si ta préparation n'a pas été optimale, si tu as une chute, si tu as un problème physique, tout part. Et en plus, ce sont des courses qui sont très nerveuses et où en un dixième de seconde, tu passes de j'étais très bien, je pouvais suivre une attaque à je tombe à 80 km/h dans un faux plat descendant. On s'aperçoit que c'est encore un faux plat descendant parce que la descente du Canarieberg, c'est un faux plat descendant qui entraîne une chute. Moi je dis toujours, les faux plats descendants, c'est ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui dans le cyclisme. On l'a vu, Liège-Bastogne-Liège, la chute de Julien Alaphilippe, c'est un faux plat descendant. Pourquoi ? Parce que contrairement, et c'est sur des descentes, sur des très grandes routes aussi, il faut le dire, le Canarieberg avait été notifié par Van Aert dans une interview il y a quelques jours dans la presse flamande, ça a été traduit par des gens qui disaient qu'ils considéraient que c'était l'endroit le plus dangereux des classiques flandriennes et beaucoup de coureurs étaient d'accord
avec Van Aert, et forcément il y a presque le karma en plus dans ce crash là, c'est à cet endroit là que ça s'est passé pour Wout Van Aert. C'est terrible. Je pense que les gémissements, c'était presque plus la déception de cette chute, la déception de ne pas pouvoir faire le Tour des Flandres, de ne pas pouvoir faire Paris-Roubaix. C'était plus ça, les pleurs, je pense, que la chute en elle-même. C'est cette déception, parce que c'est terrible. Il a quasiment tout misé là-dessus. Il a fait quand même une préparation pour être parfait. Il a voulu tout faire de manière millimétrée. Et ça se refuse encore à lui. Mentalement, ce soir, c'est très dur pour Van Aert. Parce que là, en plus, c'est même pas en opposition directe face à Van Der Poel. Là, ça se refuse à lui. Et même sa préparation, même sa période de cyclocross, on sentait qu'il était vraiment focus sur cet objectif des Flandriennes et surtout Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Et c'est terrible de voir que là encore, il passe à côté. Et là, c'est à cause d'une chute. Alors, dans cette descente du Canariberg, pourquoi c'est plus dangereux les faux plats descendants ? Tout simplement parce que dans une descente de col, t'es rarement à 4 de front. Parce qu'il y a tellement de virages que tu peux pas être à 4 de front. Donc t'es à 2 de front. Donc t'as pas ce côté je frotte pour garder ma position. Alors que dans les faux plats descendants, sur des routes assez rectilignes, tu vas avoir ce phénomène où tout le monde va être en première position du peloton. Et ce qui fait que ça frotte. Et quand ça frotte à 80 km/h, s'il y a une roue qui touche, tu peux pas rattraper la situation. Forcément, ça part en catastrophe et ça part en gros crash. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est Van Aert qui tombe en premier. Derrière, il entraîne tout le monde dans sa chute. Voilà, et c'est vraiment terrible pour le Belge. Je suis vraiment peiné ce soir pour lui. Parce que c'est vraiment une situation qui est terrible. Là, quand tu vois les efforts qu'il fait, c'est vraiment terrible pour Van Aert. Ce soir, je suis pas déçu seulement parce que on perd des outsiders sur cette chute, parce qu'on perd pas que Van Aert, on perd aussi Stuyven. C'est terrible pour Stuyven, il était presque dans la forme de sa vie. On perd Guermeil aussi qui commençait à revenir pas mal, et on perd peut-être Turgis qui a vraiment un début de saison merdique. Turgis, entre les non-invitations, plus le fait de tomber et de ne pas être forcément au top de sa forme, c'est vraiment terrible pour Turgis aussi. Mais là, Van Aert, c'est un niveau dessus, quoi. C'est vraiment l'impression que ça se refuse à lui. J'espère qu'il va se servir de cet échec pour repartir plus fort. Il y a les Jeux Olympiques, pour se reconcentrer complètement sur les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que là, c'est dur. Là, dans la tête, ça doit être dur quand même pour Van Aert ce soir. Il faudra du soutien de ses proches, de son équipe aussi, parce que là, c'est très très dur. Alors, est-ce que ça veut dire, malgré tout, que Van Der Poel va gagner le Tour des Flandres sans aucune opposition ? C'est plus compliqué que ça. Du côté de Van Der Poel, certes, techniquement, là, il part comme hyper favori. Mais il va falloir assurer avec ce statut d'hyper favori. Or, Van Der Poel, quand on regarde ces dernières années, il y a toujours Van Aert. C'est-à-dire que la pression médiatique, elle est quand même répartie entre Van Der Poel, Van Aert. Là, avec le fait qu'on ait perdu quand même quelques autres coureurs en plus de Van Aert, il va avoir toute la pression médiatique sur les épaules. Ça va pas être facile à gérer dans les 2-3 prochains jours du côté de Mathieu Van Der Poel. Et surtout pendant la course, ça sera l'ennemi numéro 1. Il aura la pancarte. Comment il va réussir à tenir ce statut avec cette pancarte qu'il va avoir sur les épaules ? On va voir. Mais s'il gagne, pour moi, ça sera quand même fort de la part de Van Der Poel. Alors, même si on dira qu'il n'y a peut-être pas eu d'adversité, parce que ce statut-là, là maintenant, il a vraiment un statut d'hyper favori. C'est-à-dire que c'est le seul ogre qui sera au départ du Tour des Flandres. Donc techniquement, il est hyper favori. Mais ça va pas être si facile que ça. Alors il va peut-être essayer de mettre la pression sur Pedersen. Je suis pas sûr que ça marche. Il essayera peut-être, ça aurait plus marché avec Stuyven. Il essayera peut-être de mettre la pression
je sais pas sur Jorgensen, mais bon, Visma Leaseback va arriver quand même assez décimé sur le Tour des Flandres. Donc là, il arrive avec un statut d'hyper favori, et ce qui fait qu'il peut pas se planter, Van Der Poel. Parce que là, techniquement, c'est une victoire, je dirais, facile. Ce qui n'est pas forcément évident à gérer pour Van Der Poel. Donc on va voir comment ça va se passer pour le Néerlandais, mais c'est pas totalement gagné. Deuxième coureur flop, deuxième bonnet d'âne, Kung. Je suis désolé, mais moi aujourd'hui, troisième. Alors, c'est-à-dire que troisième, c'est un bon résultat. Bon, même si je pense qu'il pouvait chercher la deuxième place d'Abrahamson. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est la manière. C'est la manière de Kung. Parce qu'il perd la course sur des erreurs. En fait, à 10 bornes de l'arrivée, on a un petit faux plat montant sur le circuit final du côté de nos queureux. Je ne comprends pas pourquoi il décide de temporiser à ce moment-là. À ce moment-là, il peut déjà se faire piéger, Kung. Alors que tu vois qu'il est fort. Parce que dès qu'il se met en danseuse, il revient. Bon. Tu te dis à ce moment-là, c'est une petite piqûre de rappel quand même pour Kung. C'est même une grosse piqûre de rappel. 3 km après, quand Jorgensen sort, il est dans la roue. Il doit suivre Jorgensen. Quand tu es dans un groupe comme ça et que tu as une équipe qui a 2 éléments, tu dois suivre chacune des attaques. Tu dois les suivre. Pour moi, il avait les jambes pour suivre ces attaques-là. Mais il faut qu'il suive tout de suite. Là, il y a eu un énorme moment d'hésitation qui est stupide. Et ensuite, quand Tarling, lui, décide, parce qu'il était un peu lâché à ce moment-là, Tarling, décide de repasser devant, d'essayer d'accélérer. Là, à ce moment-là, il se met dans sa roue. Starling, il dit me prends pas pour un con non plus. Tu as décidé de pas rouler tout de suite dans la roue de Jorgensen, et là, tu décides de prendre ma roue. Je trouve qu'il a très mal couru, Kung. Que la Groupama, en général, a mal couru, parce que à 80 bornes de l'arrivée, il décide d'accélérer, alors que Pitty vient d'avoir un problème mécanique. Là aussi. Ce qui fait que Pitty ne revient jamais dans le peloton de tête. Ils ont fait plein d'erreurs, la Groupama. Madoua, c'est un moment qui part complètement à contre-temps en haut d'un mont pavé et qui se retrouve à pas faire l'écart, sauf que devant on aurait pu dire à Kung d'arrêter de rouler, sauf que Kung continue de rouler, donc ce qui fait que Madoua n'arrive jamais à rentrer. Il y a eu plein d'erreurs, mais pour moi Kung il doit faire mieux sur cette course. Il peut faire mieux sur cette course, sur la manière. La troisième place, bon ok, c'est pas mal. Mais la manière dont il obtient cette troisième place, c'est très frustrant. Tu te dis qu'en plus, putain, quand Jorgensen accélère, il peut suivre. Il le monte de borne avant, il explose pas en vol. Sauf qu'il prend pas la roue. Et là, c'est une grosse erreur de sa part, parce qu'il est directement derrière Jorgensen. Donc voilà, un petit peu déçu du côté de Kung. Et puis je termine avec Alberto Bettiol. C'est pas la première fois qu'il crampe, Bettiol. Il y a un problème de gestion d'effort. Il nous l'avait fait lors des Jeux Olympiques, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent. C'est dommage du côté de Bettiol parce que moi, quand il part dans le Neuke-Robert, je me dis il va nous faire la même qu'à Milan-Turin. Sauf qu'il explose en plein vol derrière. Les crampes, c'est quand même très souvent un manque d'hydratation. Donc ça veut dire qu'il gère pas trop bien la nutrition en course, Bettiol. Et c'est encore une fois, les Jeux Olympiques, c'était il y a 3 ans. Et il en a déjà fait d'autres, des crises de crampes, mais celle-là était la plus importante parce qu'en plus c'était la dernière carte de l'Italie. Je me souviens dans le groupe de tête à ce moment-là, et que l'Italie avait perdu toutes ses chances pour la victoire à 14 ou 15 km de l'arrivée. Comme je dis toujours, pour qu'un coureur soit un champion, il y a plusieurs paramètres à avoir, et notamment la gestion nutritionnelle. Cette gestion de l'hydratation, cette gestion nutritionnelle, elle est hyper importante. Si tu fais des fringales à chaque course, ou si tu fais des crampes à chaque course, tu ne pourras jamais t'imposer, tu ne pourras jamais gagner. Et là, du côté de Bettiol, il se plante complètement. Alors, il le disait en interview, les courses ont changé, et peut-être qu'il a du mal à s'adapter à cette nouvelle version des courses, qui fait que c'est vrai que maintenant, dans les 2 dernières heures, s'hydrater devient un véritable défi parce que la course est très rythmée et qu'il faut réussir à trouver ce temps pour boire, mais en même temps, la course ne te laisse pas le temps de boire.
Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable. C'est dommageable encore plus parce qu'on a vu du grand Valgren. Ça faisait plaisir du côté de Valgren. On parle beaucoup de Bettiol, mais Valgren, c'est un coureur également qui a une période très compliquée. Et de le revoir revenir, c'est très très bien. Donc c'est dommage parce que Valgren, ils avaient fait un bon coup avec Valgren. Et ça n'arrive pas à aller au bout à cause de ses crampes. Donc c'est très très frustrant du côté d'Alberto Bettiol. Comment on voit que ce sont des crampes ? Alors déjà parce qu'il enlève, s'il avait eu un problème de dérailleur, il aurait essayé de taper sur le dérailleur. Parce que même si, à part si la chaîne était vraiment coincée, mais des fois quand tu arrives à taper, tu as des coureurs qui tapent sur le dérailleur avec le pied et qui arrivent à refaire fonctionner le dérailleur, notamment à réenclencher la batterie ou ce genre de choses. Deuxièmement, parce que s'il a un problème vraiment mécanique, il doit voir qu'il n'a pas sa voiture derrière, donc il sera arrêté à la voiture de dépannage Shimano. Ça c'est le deuxième indice. Troisième indice du côté de Bettiol, encore une fois, c'est déjà arrivé qu'il ait des crampes et surtout il met ses jambes pendantes, on va dire. Ça, c'est typiquement quand vous crampez en cyclisme. Normalement, la plupart des coureurs font ça. C'est-à-dire vraiment de détendre les jambes complètement. C'est ce qu'avait fait Calmejane, par exemple, quand il a ses crampes, quand il gagne son étape sur le Tour de France 2017. Donc, c'est 3 indices qui auraient dû permettre à Patrick Chassé de le voir, notamment. Mais moi, j'ai redit la même bêtise dans la vidéo. Le problème, c'est que Patrick Chassé, ça commence à être dur. C'est-à-dire, vous savez qu'à une époque, je défendais Patrick Chassé. Mais là, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup trop d'erreurs pour moi. À Gand, par exemple, il se gourde dans le parcours. Le parcours de Gand, au niveau des monts, il est quand même tout con. C'est 3 fois la même chose. Donc, te gourer dans l'ordre des monts, c'est un petit peu problématique. Autant il y a des courses où c'est compliqué parce que ça fait des petits serpentins dans Tour d'Essence. Autant du côté de Gand, c'est pas le cas. Il se gourde dans les noms des équipes, quand même assez souvent. Et on a l'impression en plus qu'il n'en a pas grand chose à foutre. Alors que moi, vous savez, j'ai un problème encore avec Jumbo. Je dis toujours Jumbo alors que Jumbo n'est plus sponsor, c'est Visma Dieselbach. Je le fais assez souvent. Mais c'est un manque de respect envers les mecs qui sponsorisent le cyclisme. Et puis, non, il y a quand même Alors, au niveau des coureurs, moi je suis pas physionomiste non plus, donc je peux me planter au niveau des coureurs. Je vous l'ai dit, par exemple, quand il y a Tarling qui accélère, je me dis, c'est peut-être Sheffield. Eh non, c'est pas Sheffield. Mais là, il y a quand même, je trouve, beaucoup d'erreurs d'appréciation sur la course. Beaucoup d'erreurs, de choses qui paraissent très visibles, où il y a des erreurs. Ça me pose problème. Et en plus, ça commence à être récurrent. C'est pas un truc, par exemple, sur une seule journée, ça commence à être récurrent. Et puis, je suis quand même surpris du côté de la chaîne L'équipe. Je veux pas être méchant, mais Pierre Rolland et Christophe Riblon, ils ont pas énormément de classiques flandriennes dans les pattes. C'est pas des spécialistes des classiques flandriennes. Ils pouvaient pas prendre Johan Ofredo, parce qu'ils l'ont déjà pris quelques fois, Johan Ofredo. Johan Ofredo, il a fait les classiques flandriennes, qui connaît quand même un petit peu le parcours, il connaît quand même un petit peu comment ça se passe. Pierre Rolland, pour moi, il n'en a jamais fait. Riblon, peut-être en début de carrière, mais alors, sur les dernières années, c'est sûr que non. Je suis assez surpris quand même que ce soit ces 2 coureurs-là qui commandent. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres coureurs qui étaient disponibles dans 5 coureurs qui ont fait ce type d'épreuve et qui ne sont pas pris par Eurosport. Je pense qu'un Sébastien Turgot, par exemple, il y a un Sébastien Minard, par exemple, qui ont été spécialistes de ces épreuves-là dans les années 2010. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas disponibles. Donc je suis assez surpris à chaque fois qu'on prenne Pierre Rolland. Et il y avait même Cédric Pinault a dû en faire. Alors Cédric Pinault, je ne l'ai pas vu, il n'est plus à la chaîne L'équipe, Cédric Pinault, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Alors je ne vais pas vous mentir que je le trouvais imbuvable. Je ne sais pas si vous vous souvenez des séquences sur le Giro avec Garance Ferro. Je trouvais que c'était... il engueulait Garance Ferro sur la moto. Je trouvais ça, mais là je m'étais dit, ce mec-là... Pas sympathique. Et voilà, je pense qu'il y a quand même... un Loïc Chetou est pas disponible pour faire 2-3 piges dans l'année à la chaîne L'équipe. Ce Loïc Chetou, il a dû en faire aussi des classiques flandriennes. Non, je trouve ça dommageable. Voilà, qu'ils prennent Pierre Rolland et Christophe Riblon. Mais j'ai l'impression que le cyclisme, ils en ont plus rien à foutre. Alors je voudrais quand même leur rappeler qu'il y a un mec sur Twitter qui met les audiences de la chaîne L'équipe. C'est assez intéressant.
c'est Média, je crois que c'est Média Explosion, ou un truc comme ça. On regarderait sur Twitter. Et qui montre les audiences, et tu t'aperçois qu'au final, le foot sur la chaîne L'équipe, ça fait 2% difficilement de part de marché, et les matchs de Ligue 2, ça fait parfois des scores de merde, alors que le cyclisme, ils arrivent quand même à tenir souvent le million. Donc c'est un peu dommageable de ne pas miser plus sur le cyclisme. En même temps, avec l'émission de l'équipe de choc, ça aide pas non plus, parce que l'équipe de choc qui fait que tu ne peux plus faire de débrief à l'heure où c'est à l'antenne, c'est quand même, moi je trouve que l'idée de faire une émission, l'équipe de choc qui commence à 17h, à 16h, alors que tu vois bien que la moitié des compétitions sportives sont pas finies à cette heure-là, je me demande qui a eu cette grande idée de génie du côté de la chaîne Équipe, parce que le nombre de compétitions qui ne sont pas finies à 16h, il y en a quand même des dizaines quoi. Et surtout qu'on a de plus en plus tendance à finir tard, notamment le cyclisme. On finit maintenant plutôt à 17h qu'à 16h, qu'à 15h45. Donc je comprends difficilement l'idée derrière ce choix, mais bon. C'est la chaîne L'équipe, on ne comprend pas toujours tout du côté de l'organisation de cette entreprise. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve Volta Limbourg classique, ça c'est sûr, samedi. Je ne sais pas si je ferai pas non plus Grand Prix Miguel Indurain, si j'arrive à faire les deux en même temps. Et puis, il y aura la présentation du Tour des Flandres. Il y aura un épisode du maintien, je vais le faire demain. Épisode du maintien, puis le Tour des Flandres, la présentation, il y aura le Grand Prix Adélie de Vitré. Donc voilà, un programme quand même chargé pour cette fin de semaine. Il n'y aura pas que le Tour des Flandres. Allez, ciao ciao.